On a des modèles d'IA qui sont incroyablement puissants. Le problème, ils sont souvent super imprévisibles, de vraies boîtes noires. Alors la grande question, c'est comment on fait pour passer de cette espèce d'incertitude à des systèmes vraiment fiables qu'on peut lancer en production les yeux fermés? C'est tout le défi d'ingénierie qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà le programme. On va commencer par un petit retour en arrière, histoire de poser le contexte. Ensuite, on plonge direct dans le problème spécifique de l'IA. On va voir les premières tentatives, les leçons qu'on en a tirées, puis on découvrira un nouveau plan, une nouvelle architecture, avec ses résultats bien concrets. Et pour finir, on se posera la question, qu'est-ce que tout ça change pour la science? Allez, on attaque. Ce défi-là de construire des systèmes d'IA qui tiennent la route, eh bien, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. En fait, c'est juste le dernier chapitre d'une histoire qui a commencé il y a très très longtemps. L'histoire de comment l'humanité gère des projets vraiment complexes. Pensez-y une seconde. On a toujours dû gérer des projets d'une complexité folle. Pour construire les pyramides, par exemple, ou pour organiser tout un effort de guerre industrielle, il a bien fallu inventer des méthodes, des processus. Et plus près de nous, on a eu des choses comme le PMBOK, une sorte de grand guide de la gestion de projet, et puis bien sûr le manifeste agile qui a complètement changé la donne pour le développement logiciel. En gros, chaque époque invente les outils dont elle a besoin. Et de toute cette évolution, il y a un principe qui est sorti du lot, vraiment puissant. L'architecture en tant que code. L'idée, elle est simple, mais elle change tout. Imaginez, au lieu d'avoir un document Word qui décrit votre système et qui finit par prendre la poussière sur un serveur, vous traitez cette description comme du code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est vivante, qu'on peut tracer chaque changement et que tout le monde peut collaborer dessus. C'est ça, la clé pour rendre un système complexe transparent et gérable. Et c'est justement ce manque de transparence qui a posé problème avec les premières solutions pour l'IA. Bon, ça, c'était pour le contexte. Maintenant, parlons des grands modèles de langage, les fameux LLM, parce que là, la complexité, elle passe à un tout autre niveau. On n'est plus juste dans un problème d'organisation. Non, là, on touche à un problème de fiabilité, au cœur même du système. Et voilà le cœur du problème. Il faut bien comprendre une chose. Un LLM, ce n'est pas une encyclopédie. Sa seule mission, c'est de deviner le mot suivant le plus probable. C'est tout. Du coup, ce qu'on appelle l'hallucination, le fait qu'il invente des trucs, ce n'est pas un bug, c'est littéralement son mode de fonctionnement par défaut. Il ne peut pas dire « je ne sais pas », ce n'est pas dans son ADN. Et forcément, quand ces caractéristiques se retrouvent dans des applications du monde réel, les conséquences peuvent être critiques. On parle de fausses informations présentées comme des vérités absolues, de systèmes qui partent sur une tâche complexe et qui, en cours de route, oublient complètement ce qu'ils devaient faire, ou pire encore, qui se lancent dans des boucles sans fin sans aucune supervision. Mais le plus gros problème, c'est qu'on n'a aucune traçabilité. Zéro. Impossible de remonter le fil et de comprendre pourquoi le modèle a dit ça ou fait ça. Face à ce défi, évidemment, des outils ont commencé à apparaître. L'idée, c'était de tenter de dompter un peu ces LLM. Mais comme c'est souvent le cas avec les toutes premières solutions, elles ont ramené leur propre lot de problèmes. Et ça a créé une sacrée frustration dans la communauté des développeurs. Prenons un cas concret, celui de LangChain. Ça a été l'un des tout premiers frameworks à devenir vraiment populaire. Et les retours des développeurs ont été assez clairs. Beaucoup se sont plaints d'une complexité qui n'apportait rien, de devoir gérer une tonne de dépendances, de mises à jour qui cassaient tout leur code à chaque fois. Et surtout, le reproche principal, c'était que les abstractions, les couches censées simplifier le travail, finissaient en fait par tout compliquer. Cette citation d'équipe d'Octomind, elle résume tout, non ? C'est direct, c'est clair. Quand l'outil qui est censé aider devient le principal obstacle, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Les gens passaient littéralement plus de temps à se battre avec le framework qu'à construire ce qu'ils voulaient vraiment construire. Et cette complexité, elle n'est pas juste frustrante. Elle a un coût, un vrai coût, en argent. Regardez cet exemple, il est hyper parlant. Pour une tâche de base qu'on appelle RAG, en gros, on va chercher une info et on l'utilise pour formuler une réponse. Eh bien, la faire avec LangChain coûtait quasiment 3 fois plus cher que de la coder à la main. La raison ? C'est simple. Toutes ces couches d'abstraction masquaient une gestion complètement inefficace des jetons, ces petites unités de texte qui sont la base de la facturation des API d'IA. Ça fait mal au portefeuille. Bon, clairement, les premières tentatives ont montré leurs limites. Il fallait donc une nouvelle approche, quelque chose de plus rigoureux, de plus structuré. C'est là qu'entre en scène une architecture comme Odin. L'idée, c'est de proposer un vrai plan de bataille, un plan directeur pour enfin construire des systèmes d'IA sur lesquels on peut compter. La philosophie derrière cette nouvelle approche, elle tient en 3 grands principes. Principe numéro 1, on arrête de pointer du doigt le modèle d'IA. Le problème, ce n'est pas lui, c'est le fait qu'il n'y a pas de système solide autour de lui. Deuxième principe, crucial, la méfiance. Ne jamais faire confiance à ce que sort le LLM. Chaque résultat, sans exception, doit être vérifié. Et enfin, troisième principe,
On accepte l'incertitude. Au lieu de chercher une réponse binaire vrai ou faux, on calcule un score de confiance. C'est beaucoup plus honnête. Alors, comment ça marche en pratique? La première couche, c'est la préparation. C'est un peu comme préparer les ingrédients pour un grand chef. Avant même de déranger le LLM, le système va de son côté rassembler toutes les infos pertinentes, les vérifier avec des agents spécialisés. Bref, il prépare un contexte en béton armé, déjà prévalidé. On ne lui donne que le meilleur. C'est seulement à ce moment-là que le LLM entre en scène. Mais attention, il n'est pas en roue libre, pas du tout. Il est guidé par une instruction hyper structurée. On utilise des techniques comme la chaîne de pensée qui l'oblige, en quelque sorte, à nous montrer son raisonnement étape par étape. Tout est fait pour le garder sur des rails. Et on arrive à l'étape la plus importante, la post-validation. Là, c'est simple. La réponse brute que donne le LLM, on la considère juste comme une suggestion, une ébauche. Et cette ébauche, elle va passer au grill. On va lui faire subir une batterie de tests. Est-ce que le code qu'il a généré fonctionne? Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce que d'autres modèles d'IA sont d'accord? Et à la toute fin, est-ce qu'un humain valide le tout? Bref, rien ne passe s'il n'a pas franchi tous ces barrages. Bon, la théorie, c'est bien joli. Mais concrètement, est-ce que ça marche? Passons à la pratique, parce qu'un beau plan sur le papier, ça ne sert à rien si les résultats ne suivent pas. Regardons un exemple très concret. Générer un point d'accès API sécurisé. Si on demande ça à un LLM standard tout seul, il va nous sortir du code très vite. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait des failles de sécurité avec un taux d'hallucination qui peut monter à 20 ou 30%. Maintenant, la même tâche gérée avec une architecture comme Odin. Le code passe par 7 contrôles différents, des scans de sécurité, des tests. Résultat, le taux d'hallucination tombe à moins de 3%. C'est juste un autre monde en termes de fiabilité. Et rappelez-vous du problème de coût qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, ces nouvelles architectures, surtout quand on les couple avec des modèles plus récents, c'est le jour et la nuit. On parle d'une réduction de 76% du nombre de jetons utilisés pour faire la même chose. 76%. Ça se traduit directement par une facture beaucoup plus légère à la fin du mois. Et ce n'est pas seulement une question de coût. Les capacités globales augmentent aussi. On mesure une amélioration de 15% sur les tâches vraiment complexes, celles qui demandent de la planification et un raisonnement sur plusieurs étapes. Donc non seulement les systèmes sont plus fiables, mais ils deviennent aussi, tout simplement, plus capables. Et ça, on le voit directement dans la fiabilité au quotidien. On constate entre 50 et 75% d'erreurs techniques en moins. Concrètement, ça veut dire que le système plante beaucoup moins souvent, qu'il va au bout de ses tâches de manière beaucoup plus prévisible. Pour quiconque doit gérer ses systèmes en production, c'est un énorme pas en avant. Ok, pour terminer, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi se donner tant de mal pour fiabiliser ces systèmes? Parce que les implications, elles vont bien au-delà du simple développement de logiciels. Ça touche à quelque chose de fondamental, l'intégrité de la science elle-même. En fait, les LLM posent un vrai paradoxe au monde de la recherche. D'un côté, le potentiel est immense. On pourrait accélérer les découvertes, rendre la science plus accessible. Mais de l'autre côté, leur nature même est à l'opposé des principes de la science. La science, c'est la transparence, la reproductibilité, le fait de citer ses sources. Les LLM d'aujourd'hui, ils sont opaques, leurs résultats sont quasi impossibles à reproduire et ils ne donnent aucune attribution. Une analyse de la NASA le dit très bien, ça attaque directement les fondements de la confiance. Et c'est précisément pour ça que les architectures dont on a parlé sont si cruciales. Leur but, ce n'est pas juste d'avoir une IA plus performante, c'est d'avoir une IA plus transparente et plus responsable. La question qui nous reste et qui est au cœur de tout ça, ce n'est plus seulement une question technique, c'est une question de fond. À mesure que l'IA devient plus intelligente, comment fait-on pour s'assurer qu'elle devienne aussi plus honnête?